Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors, avant d'attaquer le sujet principal de la vidéo aujourd'hui, qui va être la gestion du bruit et l'utilisation des réducteurs de son / silencieux, parce qu'on va voir qu'il y a un petit peu d'abus de langage là-dedans, je voulais faire un petit retour sur Châteauroux en fait. Donc je sais pas si vous avez remarqué, donc j'avais posté 2 vidéos sur Châteauroux. J'ai décidé d'en supprimer une, celle où est-ce que je faisais mon retour à chaud dans la voiture, tout simplement parce que j'ai pas pris assez le temps de prendre du recul pour analyser un petit peu les faits, et finalement je me suis un peu trop emporté, donc c'est pour ça que je préfère un petit peu m'excuser sur cette vidéo là qui finalement n'aurait pas eu lieu d'être. Donc j'ai décidé de la supprimer, sauf que vu que je suis un gros boulet, j'ai au passage supprimé la vidéo où j'étais en train de tirer. Donc c'est pour ça, la vidéo que j'étais en train de tirer, donc je l'ai re-upload, je l'ai remise. Bon, du coup elle fait un flop, hein, elle était déjà à 1400 vues, maintenant elle en est qu'à 400 ou 500, enfin bref, c'est pas important. Mais donc du coup voilà, c'est pour ça que cette vidéo là a disparu. Je tenais à m'excuser si j'ai un petit peu offensé certaines personnes. J'ai juste été un petit peu trop rapide, c'est la fougue de la jeunesse qui m'a un petit peu emporté, et donc voilà. C'était tout sur ce sujet là, voilà. Au moins ça m'apprendra la prochaine fois à réfléchir, à analyser un petit peu plus la situation, plutôt que de commencer à sortir un discours comme ça à chaud, sans forcément avoir poussé plus loin que le bout de son nez. My bad. Bon alors voilà, on attaque maintenant le sujet principal de cette vidéo, qui va être donc du coup le bruit et la gestion du son du coup émis par nos armes. Donc dans cette vidéo, tout bêtement, on va apprendre un petit peu quelles sont les différentes sources de bruit, pourquoi nos armes font autant de bruit, et quelques solutions pour, entre guillemets, faire un peu moins de bruit, et donc du coup être un petit peu plus discret, que ce soit du coup pour tirer sur des terrains privés, ou bien pour moins gêner le voisinage quand on a des stands de tir qui sont proches des villes. Ça a beaucoup d'intérêt, parce que finalement, en fait, ces techniques de gestion du son ont vraiment beaucoup évolué. Il reste pas mal de mythes qui sont encore fortement présents dans les tireurs, enfin chez les tireurs français, notamment si vous avez vu la vidéo où est-ce que je tire à Châteauroux, tout à la fin, il y a le président de la FFT qui voulait me voir tirer avec mon silencieux alors que je tirais en supersonique, juste pour voir l'efficacité de ces silencieux. Donc ça prouve bien quand même que il reste quand même un nuage, toute une part de mystère autour de l'utilisation des RDS, et que quand même pas mal de personnes sont pas au courant de beaucoup de choses. Donc je vais essayer d'éclaircir un petit peu ces choses dans cette vidéo. Donc voilà, allez, on est parti. Alors on va faire une petite mise en situation. En fait, la photo que vous voyez là, il s'agit en fait de mon stand de tir. Donc le stand de tir, c'est ce qu'on voit sous les arbres. Et donc vous pouvez voir qu'il y a des maisons qui sont vraiment juste à côté. Donc par conséquent, on est souvent embêté par le voisinage qui se plaint des nuisances sonores. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans certaines situations comme celle-ci, l'utilisation des RDS pour essayer de limiter le son est franchement un plus, puisque ça va vous éviter des conflits, des guéguerres avec le voisinage. Donc c'est une des principales utilisations. La deuxième utilisation que vous voyez là maintenant, c'est quand on tire sur des terrains privés. Donc il faut savoir que sur les terrains privés, on a tout à fait le droit de tirer, hein. Il faut simplement que ce soit fait dans des conditions de sécurité, et qu'il y ait une clôture, c'est-à-dire que ce soit un terrain clos, que personne ne puisse venir dessus. Et donc par conséquent, l'utilisation d'un RDS peut vraiment être un plus pour vous, pour éviter d'avoir des ennuis avec les voisins, avec X ou Y personnes qui se plaindraient du bruit. Si vous voyez bien la photo en dessous, vous voyez que toutes nos carabines sont équipées de silencieux / RDS. On va voir un petit peu l'abus de langage juste après. Mais donc vous voyez vraiment que du coup ça ne gêne en rien l'utilisation d'armes pour faire du tir de précision à longue distance. C'est franchement un mythe, comme quoi voilà, maintenant les RDS sont un facteur qui va diminuer la précision de nos armes. On va voir ça un petit peu plus tard, mais ce n'est plus du tout le cas. Les techniques ont vraiment avancé, et c'est ce qu'on va voir là à la suite. Alors tout d'abord, on va faire un petit point global sur qu'est-ce qui va déclencher du bruit. On va y aller dans l'ordre chronologique. Donc tout d'abord, on a la percussion de la cartouche. Donc comprenez que forcément, on va avoir un tout petit bruit métallique, même s'il est faible. Si on analyse vraiment bien le bruit, on a le percuteur qui va venir taper l'amorce. Donc ça, premier bruit. Deuxième bruit, on a l'explosion dans la chambre, qui va donc faire une montée en pression et commencer à propulser notre projectile. Ça va faire du bruit. Le troisième bruit va être en fait le moment où le projectile va sortir de la bouche, et donc c'est le blast à la bouche. Ça, c'est un bruit qui est très important. On va voir plus tard qu'on peut vraiment jouer dessus sur ce bruit-là.
Le quatrième, pardon, ça va être du coup le mouvement du projectile dans l'air, à savoir que du coup nos projectiles, la plupart d'entre eux sont supersoniques, c'est-à-dire qu'ils vont plus vite que le mur du son, et par conséquent on a un craquement dans l'air. Et en fait ce craquement va faire le bruit qu'on va entendre par le déplacement de la balle. Et le dernier bruit, ça va être l'impact qu'on va avoir sur notre cible. Donc comprenez bien que je ne vais pas rentrer forcément dans le détail sur ce point-là, hein, qu'on tire sur une cible en métal ou une cible en bois ou de la terre, le bruit sera complètement différent. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors du coup, quels sont les bruits sur lesquels on peut avoir une influence? Bah déjà, je peux vous dire que le bruit de la percussion, il n'y a pas le choix, il faut qu'il soit... enfin, on peut rien y faire, hein, c'est-à-dire qu'on doit venir percuter notre amorce, et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire là-dessus. Il en est de même sur l'explosion en elle-même, même si on va voir que l'explosion, finalement, n'est pas tellement responsable de beaucoup de bruit. Le bruit vraiment le plus important d'une arme à feu, ça va être tout bêtement le bruit à la bouche et le déplacement de la balle. Il faut vous imaginer que finalement l'explosion, elle est contenue dans la chambre avec la tête de culasse derrière et qu'il n'y a quasiment aucun son qui peut sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il faut vous dire que le son doit se déplacer dans un milieu matériel et tout particulièrement de l'air. Donc comprenez bien que notre tête de culasse avec notre chambre est quasiment hermétique, un peu de choses à dire, et donc par conséquent il y a très peu de fuite de bruit au niveau de l'arrière de notre arme, au niveau du boîtier. La grosse majorité du bruit va en fait venir à la bouche et du déplacement de la balle dans l'air. Donc c'est pour ça que finalement il reste 3 grands bruits qui sont les bruits qu'on va analyser. Ça va être notamment du coup le bruit à la bouche, le bruit du déplacement et le bruit de l'impact. C'est vraiment ces 3 gros bruits là qui sont responsables des nuisances sonores de nos armes. Alors du coup, pour que vous compreniez vraiment ce qui va suivre, faut qu'on fasse quand même une petite introduction sur finalement qu'est-ce que c'est que le son, qu'est-ce que c'est que le bruit. Parce que bah c'est un petit peu, c'est commun, hein, on sait que ça fait du bruit, mais finalement c'est quoi le bruit? Le bruit, il faut vous dire que quand on parle, en fait, on vient créer des ondes de pression qui viennent se déplacer dans l'air. Finalement, ce qu'on entend, c'est l'air qui a des ondes de pression qui se déplacent. Donc déjà, il faut vous dire qu'on a besoin d'un milieu matériel pour se déplacer, c'est-à-dire l'air. Comprenez que si vous étiez dans l'espace à côté de quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un mètre de vous, vous pouvez gueuler autant que vous voulez, il vous entendra pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de milieu matériel pour propager l'onde. Le son ne se déplace pas dans le vide. Alors du coup, ça étant dit, on va du coup faire un parallèle. C'est-à-dire que le son, c'est une succession d'ondes de basse et de haute pression. Donc comprenez bien que si jamais on se retrouve avec quelque chose qui va créer une grosse pression, eh bien on va créer beaucoup de bruit. C'est aussi simple que ça. Et donc vous voyez où je veux en venir quand je fais le parallèle entre mon arme et une bouteille de champagne. Eh bien oui, finalement, les deux, d'un point de vue du son, fonctionnent exactement de la même manière, c'est juste qu'on est à des échelles différentes. Alors on va étudier ces échelles. Alors par exemple, ce que vous pouvez voir là maintenant, c'est que une bouteille de champagne, en général, on a des pressions internes qui peuvent varier, hein. J'y connais pas grand chose en champagne, mais on dit que c'est généralement entre 4 et 6 bars. Donc la pression interne de la bouteille, c'est 4 à 6 bars. Donc comprenez bien que quand on va venir déboucher la bouteille, on va libérer cette pression, et d'où le petit plop quand on vient éjecter le bouchon. Et bien finalement, faites l'analyse et dites-vous que, bah voilà, ma bouteille maintenant, c'est mon canon, la pression qu'il y a dans la bouteille, bah, c'est la pression du gaz qui va propulser mon projectile, et mon bouchon maintenant, c'est devenu mon projectile. Et bah finalement, vous avez exactement la même chose. C'est simplement que les échelles sont différentes. D'un point de vue des pressions, on a 6 bars d'un côté contre plusieurs centaines de bars pour nos armes. Donc comprenez bien aussi que, vu que le bruit n'est Enfin, il est à peu près proportionnel, mais c'est pas linéaire, hein, je vais pas rentrer dans le détail, mais comprenez que plus on a de pression, plus on a de bruit. Donc là, vous voyez bien que, vu qu'on a plusieurs centaines de fois, enfin une centaine de fois plus de pression, eh ben on aura forcément beaucoup plus de bruit. Donc c'est pour ça que nos armes sont très bruyantes, c'est simplement parce que à la bouche, on a une grosse pression qui va se libérer, et donc cette grosse pression va créer un gros son. C'est tout aussi simple que ça. Si maintenant on vient analyser un petit peu le bruit du projectile en déplacement. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, pour que le projectile fasse du bruit en se déplaçant, il faut qu'il aille plus vite que le mur du son. Donc qui dit projectile supersonique dit bruit, et ça franchement il n'y a pas grand chose qu'on puisse y faire. On peut rien faire tout bêtement à ça. Alors on pourrait faire des expériences où est-ce qu'on vient mettre le tube sous vide et donc du coup il n'y a plus de frottement avec l'air, donc il n'y a plus le bang supersonique, etc. Enfin bref, ça reste des expériences. Nous dans la pratique on peut rien faire là-dessus. Hormis peut-être faire des balles subsoniques, c'est-à-dire qu'on va les charger moins
pour qu'elles partent moins vite et que donc du coup leur déplacement soit subsonique, et donc par conséquent on n'aura plus ce bruit de craquement dans l'air. Alors ça a des avantages, hein, c'est la discrétion, mais ça a aussi de très très gros inconvénients. Comprenez que plus on part lentement, plus on a de chutes et moins on est capable d'aller loin. Donc par exemple pour quelqu'un qui veut faire du TLD à 600 ou 1000 mètres, les subsoniques c'est même pas la peine d'envisager cette solution. Alors du coup, comprenez bien que ce qui va différencier des subsoniques des supersoniques, ça va être du coup la vitesse du son, et la vitesse du son dépend de pas mal de paramètres. Elle dépend de la pression, de la température, de l'altitude, enfin bref, de tout un tas de facteurs. Et donc du coup, eh bien, comprenez qu'une balle qui peut être subsonique dans certaines conditions va pouvoir être supersonique dans d'autres conditions. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention si vous considérez élaborer des rechargements subsoniques, c'est qu'il faut que vous vous rendiez compte que ce serait bien qu'elle soit subsonique dans toutes les conditions que vous allez rencontrer. Donc c'est à vous d'analyser, voilà, quelle plage de température je rencontre dans mon utilisation, quel ordre de pression, et donc du coup prendre le cas le plus dégradant, le cas où la vitesse du son est la plus faible, pour vous mettre juste en dessous. Sinon vous risquez d'avoir, dans certaines périodes de l'année vous allez être subsonique, et dans d'autres périodes vous allez être supersonique. C'est un peu la merde pour un rechargement que vous vouliez absolument subsonique. Donc si maintenant on fait un cas vraiment particulier qui est le TLD, qui est vraiment l'un des sports qui me tient à cœur, on se rend compte que finalement il nous reste pas beaucoup d'options, parce qu'on a dit que le bruit de la percussion, je peux rien y faire, le bruit de l'explosion, je peux rien y faire, le craquement dans l'air, on n'a pas le choix, faut que nos balles soient supersoniques pour aller loin, donc on va pas pouvoir jouer là-dessus. L'impact sur les cibles, on peut pas tellement non plus y jouer là-dessus, c'est-à-dire que généralement, vu qu'on tire très loin, on n'est pas sûr de toucher, donc on aime bien avoir un retour acoustique pour être sûr d'avoir touché, d'où les gongs. Donc ça, pareil, on peut pas y faire grand-chose. Le seul facteur vraiment qu'on puisse influencer, c'est le bruit à la bouche. Et en fait, ce bruit à la bouche, c'est là qu'interviennent les réducteurs de son dits silencieux. C'est vraiment leur principal objectif, c'est de venir canaliser, de venir contenir ce bruit à l'intérieur du RDS, et donc du coup on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça y est, on aborde le vif du sujet, on va attaquer maintenant les réducteurs de son, aussi appelés les silencieux par abus de langage. Alors le terme silencieux vient simplement des films où est-ce qu'on entendait piou 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 quand il tirait au silencieux, donc du coup voilà, le terme est venu de là. Aujourd'hui c'est beaucoup plus politiquement correct d'utiliser le terme réducteur de son. Bon, c'est déjà relativement mal vu, les chasseurs là qui ont eu l'autorisation d'utiliser ces systèmes appellent attention, il va y avoir du braconnage, on va plus rien entendre. Bref, encore des personnes qui connaissent pas grand chose à tout ça. Et donc du coup on va maintenant expliquer comment marche un RDS. Alors un RDS, vous avez l'exemple en couple là, sur la vue en haut à gauche, c'est tout simplement un cylindre dans lequel il y a des chicanes. Et donc ce qui se passe, c'est que quand l'air rentre dans ce système, il va se détendre. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de volume, donc du coup qui dit augmentation du volume dit diminution des pressions. Donc on va venir diminuer la pression du gaz. Et on a aussi du coup beaucoup de surface d'échange entre le gaz et le réducteur de son qui est en métal. Et donc comprenez que qui dit beaucoup de surface d'échange dit possibilité du coup de céder la température du gaz dans le réducteur de son. Et donc du coup voilà les deux rôles principaux du réducteur de son. Ça vient augmenter le volume, donc diminuer la pression, et ça vient diminuer la température et donc diminuer la pression. Alors pour ceux qui ne me croient pas sur le fait que diminuer la température diminue la pression, je cite en bas la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT. Si maintenant on la triture et qu'on s'occupe principalement du P égale nRT sur V. On va expliquer ce que c'est. La pression est égale à N, la quantité de matière, fois R, c'est une constante, c'est un chiffre qui a été fixé pour équilibrer le système, fois T, la température, divisé par V, le volume. Donc comprenez que si je viens diminuer ma température, je vais diminuer ma pression. Et si je viens augmenter mon volume, je vais diminuer aussi ma pression, puisqu'on va venir diviser par un nombre plus grand, donc ça va venir diminuer le chiffre qui nous intéresse, la pression. Donc c'est vraiment les deux principaux rôles, voilà, la principale particularité des réducteurs de son, c'est que ça va augmenter le volume, donc diminuer la pression, et ça va capter la chaleur, donc diminuer la pression aussi. Alors du coup, on va parler un petit peu plus du folklore qui est autour de tout ça, puisque en fait beaucoup de personnes imaginent que les réducteurs de son, ça ne doit être réservé qu'à des charges subsoniques. Alors en fait ça vient du fait qu'il y a quelques années, les fabricants de ces systèmes faisaient des systèmes qui étaient peu robustes, c'était épais comme une feuille de papier, et donc du coup quand on a trop de pression dans un truc qui est trop fin, ça explose. Donc du coup les fabricants disaient oui attention, nos systèmes fonctionnent mais à utiliser sur des charges subsoniques, parce que qui dit charge subsonique dit la pression à l'entrée est plus faible. Donc qui dit pression à l'entrée plus faible dit moins de contraintes dans le système et donc moins de chances qu'il devienne une fleur.
Aujourd'hui, les techniques ont complètement évolué, les systèmes sont énormément plus robustes, beaucoup plus efficaces, et donc on est capable d'envoyer la purée dedans, on est capable d'envoyer beaucoup de pression sans que le système explose. Donc du coup, on est capable d'utiliser les réducteurs de son modernes, que ce soit avec du subso ou du supersonique. Moi personnellement, je n'utilise plus que des réducteurs de son quand je vais au stand de tir, alors à part sur ma carabine de bench, mais sur toutes les autres carabines maintenant, c'est réducteur de son obligatoire. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus agréable à tirer, ça veut dire que du coup quand je suis tout seul, le casque, j'ai même pas besoin de le mettre, ça n'abîme pas du tout les oreilles. On est du coup beaucoup plus à l'aise sans porter le casque pour venir épauler, on n'a pas le casque qui vient sans vous embêter avec l'appui-joue. Et puis aussi, un truc qu'on ne pense pas souvent, c'est que un réducteur de son va jouer exactement le même rôle qu'un frein de bouche. Le frein de bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue le recul. Comment? En envoyant les gaz sur le côté. Et regardez, quand les gaz arrivent dans votre réducteur de son, ils partent où? Ils partent dans les cavités sur le côté. Et donc, le réducteur de son va aussi jouer le rôle de frein de bouche. Et en fait, un réducteur de son va aussi bien diminuer le son que diminuer le recul. Double utilité. Donc, c'est parfait. Alors moi, par exemple, je suis en 6,5 47. Ça bouge pas du tout. Le fait que ça diminue le recul, j'en ai rien à branler, c'est pas vraiment le facteur clé qui me fait pencher vers ça, c'est vraiment le fait que ce soit beaucoup plus agréable à tirer, et surtout que, voilà, il y a pas mal de contraintes à utiliser ces systèmes, et c'est ce que je vais vous expliquer là tout de suite, on doit jouer avec ces contraintes. Et alors là, les inconvénients sont quand même relativement nombreux, maintenant on peut réussir à vivre avec. Alors, le fait de venir monter un réducteur de son au bout de son canon, déjà il faut vous dire qu'il y a un risque que lors de l'usinage ça se passe mal et qu'on vienne foutre en l'air votre canon, entre guillemets. Même si vous faites ça par des professionnels qui ont une très très bonne réputation, les risques sont relativement très faibles. Donc ça déjà, on va dire que quand on sait à qui on donne son arme, normalement il n'y a aucun risque. Un des autres problèmes, c'est que quand on va venir mettre le silencieux ou le réducteur de son au bout de son canon, comprenez qu'on vient, entre guillemets, rajouter un lest au bout du canon. Qui dit rajouter un lest dit que le canon va très 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 légèrement fléchir. Et donc par conséquent, on va du coup avoir une modification du point d'impact. Par exemple, je suis en plein dedans sans silencieux dans ma cible, je mets mon silencieux, et là je vais me retrouver quelques centimètres à côté. Ça peut arriver. C'est comme ça. Alors maintenant, c'est pour ça que vous me voyez tirer à Châteauroux avec mon réducteur de son, parce que moi j'ai fait tous mes essais et tous mes réglages sont faits avec un réducteur de son. Donc en fait, si je viens démonter mon réducteur de son, il y a de grandes chances que je sois carrément en dehors de la cible à 600 mètres, parce que tous mes réglages ont été faits avec celui-ci, et que ça vient changer mes réglages. Aussi simple que ça. Alors ensuite, il faut aussi vous dire que du fait que vous avez un poids au bout du canon, les vibrations de votre canon vont être différentes avec et sans. Donc c'est pour ça aussi que moi quand je fais mon lot de développement, que je viens faire mes essais de développement de charge, je fais toujours mes essais de développement de charge avec mon RDS. Puisqu'il faut vous dire que les harmoniques, la manière dont va vibrer le canon n'est pas la même avec et sans. Et donc vu que j'utilise toujours mon arme avec le réducteur de son, il faut que je fasse mon développement de charge avec mon réducteur de son. Donc c'est certaines contraintes qui sont relativement gérables quand on arrive à analyser le système. Alors ensuite, un autre problème du coup, c'est le fait que votre silencieux, votre réducteur de son, va absorber des calories du fluide, donc de l'air qui va passer dedans. Et donc par conséquent, il va chauffer. Et qui dit chauffer, dit l'apparition de mirages. C'est comme si vous voyez une autoroute, bien une route très très chaude, vous voyez qu'il y a toujours des petites turbulences, de l'air qui monte, et là on a ça juste devant notre lunette. Et donc par conséquent, moi ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir tellement de turbulences que je voyais deux cibles qui vacillaient dans tous les sens, parce que j'avais tellement de mirages que l'air était complètement distordu et ça faisait n'importe quoi. Donc là ça veut simplement dire, mon gars, t'es obligé d'attendre que ton réducteur de son refroidisse, parce que sinon tu vas faire de la merde. Donc ça c'est un des désavantages. Il y a aussi un autre désavantage qui est le fait que sur certains réducteurs de son, comme le mien, il a tendance à se dévisser de temps en temps. Et quand il vient se dévisser, généralement les réglages de votre arme sont complètement de côté. Et donc vous avez une balle qui part un peu à perpète. C'est-à-dire que là, quand vous regardez ma série à Châteauroux, pour ceux qui l'ont pas encore vu, il y a un moment où je me plains que mon réducteur de son vient de niquer ma série. Tout simplement parce qu'en fait, à force des tirs, il s'est très légèrement dévissé. Et que donc du coup, j'ai une balle qui est partie complètement 15 cm à côté, et ça vient juste du fait qu'il se soit dévissé. Alors il y a certains réducteurs de son qui sont mieux faits que d'autres, il y en a certains où est-ce qu'il y a un genre de contre-écrou qui vient en fait bloquer le système pour être sûr que ça bouge pas. Bon, le mien n'est pas du tout équipé de ça, va falloir que je trouve une solution parce que ça m'arrive relativement régulièrement et ça commence un peu à m'embêter. Ensuite, il faut aussi vous dire que vos réducteurs de son ont un certain volume à l'intérieur et que la poudre
les imbrûlés de votre poudre qui vont venir dans votre réducteur de son vont venir aussi occuper de la place. Et à terme, il y a des risques d'encrassement de votre réducteur de son. Donc il est important de bien entretenir ce réducteur de son pour éviter que vous ayez un trop gros amas de résidus de carbone et d'imbrunés dans votre réducteur de son. Ça va avoir deux inconvénients, ces résidus qui viennent de se mettre dedans. Un, vous allez perdre du volume, donc vous allez perdre en volume pour détendre le gaz, et donc du coup vous allez perdre en efficacité. Pareil, du fait que vous avez une genre de petite couche isolante entre votre air et le métal de votre réducteur de son, vous allez absorber moins de chaleur. Donc pareil, vous allez perdre en efficacité de votre réducteur de son. Donc il y a certains réducteurs de son qui sont entièrement démontables et puis on peut venir frotter à l'intérieur et puis les rendre nickel chrome. Ça c'est super. Alors par contre il y en a d'autres où est-ce que c'est pas démontable. Le mien n'est pas démontable. Mais il existe des techniques pour venir les nettoyer. Alors du coup je vais en parler très rapidement mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo si jamais vous en voulez en savoir un peu plus. Moi généralement ce que je fais c'est que je le prends complet, je le claque dans mon bac à ultrasons. Et je mets des produits pour enlever le carbone et les résidus de cuivre, comme les mêmes que j'utilise pour nettoyer mon arme. Je le laisse tourner dans le bac à ultrasons pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Je reviens, le bac est complètement noir, comme si c'était du goudron. Et je viens le faire sécher tranquillement au four pour dire qu'il n'y ait pas d'eau qui reste dedans et qui vienne oxyder l'intérieur de mon réducteur de son. Alors c'est peut-être pas une technique très catholique, parce que bon, on vient mettre en contact de l'eau avec un métal qui peut possiblement s'oxyder. J'ai déjà fait ça 2 ou 3 fois et pour l'instant j'ai aucun signe d'oxydation que ce soit intérieur ou extérieur. Je pense que l'important c'est de très rapidement le mettre au four pour qu'il n'y ait pas le temps que l'eau vienne piquer l'intérieur. Et si vous voulez vous rendre compte de l'efficacité et que vous avez une bonne balance, pesez votre réducteur de son avant le nettoyage et pesez-le après. Et vous allez voir que la différence de poids, c'est toutes les saloperies qui étaient dedans, qui ont été dissous et qui ont du coup disparu de l'intérieur de votre réducteur de son. Donc c'est relativement intéressant de faire ça pour dire d'avoir un entretien régulier et pas se retrouver à qu'il soit tellement encrassé qu'on puisse plus le récupérer. Ensuite, il faut aussi vous dire que voilà, un réducteur de son, il y en a des plus ou moins longs, ça va rendre votre arme comme une canne à pêche. Hein. Moi, ma carabine, elle fait presque 1m38 ou 39, je crois, avec le réducteur de son au bout. C'est immense, ça rentre même pas dans ma mallette, donc ça veut dire qu'il faut que je le démonte à chaque fois, et c'est encombrant. Voilà, donc c'est un peu emmerdant aussi pour ça. Et le dernier point, c'est que pour ceux qui tirent debout, dites-vous que vous avez un contrepoids tout au bout de votre arme, et que par conséquent, c'est beaucoup plus dur d'épauler longtemps, puisque vous avez un contrepoids à l'avant qui vous fait basculer vers l'avant, et donc c'est beaucoup plus embêtant pour venir tirer. Donc voilà ce qui marque la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous aurez appris certaines choses, à savoir que si jamais vous voulez aller un petit peu encore plus dans le détail sur certains points, notamment la notion de nettoyage et d'autres, mettez-moi un commentaire en bas et puis au moins ça me donnera une idée si jamais vous voulez que je pousse un petit peu plus le sujet ou non. Dans tous les cas, voilà, toujours un plaisir de faire ces vidéos. Comme d'habitude, je mets un lien en haut de chaque côté pour aussi bien s'abonner que pour aller voir d'autres vidéos que je vous juge intéressantes pour vous de voir. Et on se dit à très bientôt. Ciao!